Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 163, avec un invité, mais avant de vous dévoiler son identité, je voulais revenir sur ma semaine écoulée qui a vu quelque chose de nouveau dans ma pratique, à savoir une séance de course à pied. Ça faisait 3 semaines en effet que je n'avais pas chaussé mes belles baskets, j'étais totalement à côté de mes pompes. Ce lumbago m'a mis totalement à l'arrêt et je suis donc en phase de reprise. J'ai retrouvé le chemin de la piste pour me dégourdir les gambettes et Dieu sait que ce fut difficile. J'ai l'impression d'avoir tout oublié, d'être dans un souffle très très court avec des jambes plus que raides. Mais bon, il faut en passer par là. J'alterne la course et la marche. Et je vais donc faire preuve de patience pour peu à peu revenir à un niveau de forme acceptable, mais déjà de prendre du plaisir dans ce que je fais. Alors, pour les personnes qui, comme moi, traverseraient une période de blessure, je vous donne rendez-vous du côté de Beaugency, puisqu'une conférence est organisée en présence de Bruno Heuby, Bruno Doyen, podologue, et Julien Lebossé, kiné et préparateur physique. On va parler de cette prévention des blessures en running. Je suis dedans, plutôt en phase de sortie, mais ça fait partie des savoirs, des connaissances, des expériences à vivre. Et là, vous aurez 3 experts avec lesquels vous entretenir pour discuter de ce sujet assez crucial dans mon quotidien actuellement. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et pour vous inscrire, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Vous retrouverez tout cela assez facilement. Présentation désormais de mon invité du jour, lui que l'on surnomme Chocho est un passionné de course à pied depuis plus de 50 ans. En effet, Dominique Chauvelier, que je reçois aujourd'hui sur le podcast, parcourt les compétitions, porte un dossard, brigue différents titres de champion de France, mais également d'athlète international. Dans cet épisode, Dominique revient sur sa carrière, sur ses débuts, sur sa méthode, lui qui a toujours fonctionné en autodidacte. Aujourd'hui, il se livre dans cet épisode du podcast sans langue de bois et on apprécie le ton et ses prises de position. Alors moi, je remercie Dominique d'avoir accepté l'invitation du podcast. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Dominique Chauvelier, la légende de la course à pied en France. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Dominique, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors toi qu'on surnomme Chocho, comment vas-tu en ce lundi matin ? Bien, je vais dire plutôt très bien. J'arrive d'une période un petit peu plus difficile. Enfin, voilà, il y a un an, j'étais opéré d'une prothèse de hanche. Il faut dire que j'ai à peu près, on en reparlera tout à l'heure, mais 240 000 kilomètres au compteur. Et là, je recours presque normalement depuis quelques mois. Donc, je vais faire ma rentrée avec un dossard bientôt, toujours motivé comme un cadet. Une belle cylindrée avec de nombreux kilomètres au compteur. 240 000, tu disais, c'est à peu près ce que tu as compté ? Ouais, alors avant, j'étais turbo diesel, maintenant j'ai plus de turbo, je suis seulement diesel, parce que depuis tout gamin, je note sur un cahier, des cahiers d'entraînement, je peux te dire par exemple, en 2 minutes ce que j'ai fait le 12 juillet 79, par exemple, tout est marqué par semaine, par mois et par année. Et un copain a tout repris mes cahiers et il a constaté que j'avais à l'époque 220 000, je ne sais plus quoi, mais comme c'était il y a quelques années, je dois être à peu près à 240 000 kilomètres, ça doit faire 6 fois le tour de la Terre en un demi-siècle. Dominique, toi qui es sartois, donc c'est ton lieu de résidence, tu as toujours été attaché à ce département. Tu n'as jamais vraiment bougé depuis ta plus tendre enfance. Ah, je suis un gars du 7-2 pour rigoler. Non, les opportunités. Voilà, je suis de la Flèche, du Sud-Sarthe. Après, je suis venu sur le Mans. Les opportunités, j'aurais pu déménager, mais ça aurait été pour des raisons sentimentales ou professionnelles. Et puis non, je me suis toujours établi dans la Sarthe. J'étais reconnu dans la Sarthe. Donc voilà, j'étais un icône du sport sartois. À l'époque, il y avait Sébastien Bourdet en Formule 1, Brochard en vélo, Tsonga en tennis. Voilà, je faisais partie de ces Christelle Donnet plus tard au marathon. Je faisais partie de ces Sartois reconnus. Donc voilà, j'étais bien chez moi. Si on remonte à ta plus tendre enfance,
Quels ont été finalement les premiers pas de Dominique Chevelier, tout jeune enfant, dans le sport? Est-ce que c'était déjà la course à pied ou est-ce que tu avais d'autres ambitions? Alors, tout gamin, allez, j'ai un frère qui a 4 ans de plus que moi. On est en 1967-68, acheté France Football. Donc, je lisais le France Football de l'époque. Bon, je connais bien, je sais pas, moi, c'est l'époque avant Saint-Étienne, naturellement. Hein, voilà. Et non, mais moi, tout gamin, j'étais un gamin, pardon, timide, réservé. Je jouais tout seul dans ma chambre. Je rêvais aussi du Tour de France, l'époque Eddy Merckx, Thévenet, Ocaña. Donc, je découpais tous les articles du journal que je collais sur des cahiers. Donc, pareil, les Tours de France 67, Roger Pingeon, etc., 68, 69, je collais ça sur des cahiers. Donc, j'aurais aimé faire du vélo, mais issu d'un milieu modeste, à l'époque, acheter un vélo, mais c'était comme acheter une moto aujourd'hui. Et j'ai même pas osé demander à mon père d'acheter un vélo parce que je m'attendais à peu près à la réponse. Hein, mon père était un simple employé EDF, ma mère travaillait pas. Donc, c'était après l'athlétisme, de courir. Et mon prof d'EPS de l'époque, en cinquième, donc j'avais 13 ans, m'a dit, oh, si tu vas courir, tu vas au club de la Flèche. Voilà, je suis allé au club de la Flèche avec un copain et je me suis mis à courir. On est en 1969. J'étais doué sans plus, moyen plus, je veux dire. Mais bon, après, on en reparlera. C'était le gamin volontaire qui a vite progressé ensuite. Donc voilà, 1969, en cinquième, la Flèche et faire un sport individuel, le cyclisme ou la course à pied. La course à pied, on a juste besoin d'une paire de pompes, hein, c'est le cas de le dire, et c'était parti. C'était peut-être moins facile qu'aujourd'hui de franchir les portes d'un magasin de sport et d'aller acheter une paire de chaussures. À l'époque, c'était peut-être un petit peu moins commun et un petit peu moins populaire, ce Alors sport. là, vous allez rigoler, parce que ma première paire de chaussures avec laquelle je courais, c'est les chaussures de mode aujourd'hui, genre des Stan Smith, des chaussures comme ça. Donc, c'était une chaussure semelle en caoutchouc. La tige, elle était en daim. Donc, c'est des chaussures marron en daim avec une semelle de caoutchouc, des chaussures de street aujourd'hui, quoi. Alors, Dominique, tu évoques le fait d'être volontaire, de ne pas avoir eu de facilité à pratiquer la course à pied dans tes débuts. Quels ont été tes premiers faits d'armes et tes premières compétitions? Est-ce que tu as un souvenir d'une compétition enfant qui t'a marqué et qui a lancé cette brillante carrière? Alors, mon premier cross, lorsque je suis allé dans le club de la Flèche, comme j'étais timide, j'y suis allé avec un copain, qui est toujours mon copain. D'ailleurs, on avait 13 ans. C'est le parrain de mes enfants aujourd'hui. Et naturellement, il y a eu un cross peu de temps après. Et je crois que j'ai terminé au milieu du peloton, je crois, allez, à peu près, hein, 35e sur 70, minime première année. Voilà, c'était très, très moyen. Mais un gamin qui s'entraîne tout de suite, et lorsque je venais au stade de la Flèche, donc c'était un club d'athlétisme. Et avant de faire du javelot, du triple saut, voilà, les bases athlétiques, d'office, je faisais 10 tours de piste. Donc la piste était une piste de 370 mètres. Donc déjà, je faisais 3 km et demi d'endurance, si je puis dire. Et après, j'allais faire du saut en hauteur, du triple saut, sur laquelle j'étais pas doué d'ailleurs. Mais on voyait le gamin déjà qui voulait faire ses 10 tours de piste comme ça, sans qu'on lui demande rien du tout. Et naturellement, lorsque tu te formes à cet âge-là, à 13 ans, à faire un peu d'endurance, le cardio tout de suite, et le cœur se muscle, et quelques mois après, ça y est, j'étais devenu un bon petit coureur local. Alors, de ces premières courses locales, tu as ensuite rayonné sur le département de la Sarthe, bien évidemment, au niveau national avec 4 titres de champion de France de marathon, mais aussi à l'international avec une 3e place donc au championnat d'Europe à Split en 90 et derrière les Jeux Olympiques de Barcelone. Est-ce que tu t'attendais, si tu fais un petit coup d'œil dans le rétro de ce turbo diesel, maintenant diesel, d'avoir une carrière aussi longue et aussi brillante? Non, non, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les Jeux Olympiques de Munich en 72. L'époque, là, c'est Viren, le Finlandais, que j'avais en poster dans ma chambre, etc. Mais jamais je me suis dit, tiens, un jour, je participerai aux Jeux Olympiques. Donc, on revient en arrière. Mon premier cross que j'ai gagné, c'est l'année d'après. C'était le cross de Malicorne. Je revois encore la médaille, une toute petite médaille en ovale, comme un ballon de rugby. Et puis après, on veut être le meilleur de son coin, on veut être le meilleur de son département. Tiens, je suis champion de la Sarthe cadet. J'aimerais être champion des Pays de Loire. Ah, dis donc, j'ai un beau. Et puis voilà. Et j'ai fait le premier championnat de France cadet qui a existé. Ça devait être en 73
à Méry-sur-Oise. J'ai dû terminer 16e. Devant moi, qui est resté connu, c'est juste Thierry Vatrice, qui avait fait 8e. Et à partir de KD2, après, c'était parti dans les juniors, en équipe de France junior. Et ce qui a peut-être le déclic, c'est mon armée au bataillon de Joinville. Comme j'étais dans les meilleurs juniors, j'étais à l'armée dans ce truc de sport là. Et l'entraîneur local du bataillon de Joinville, c'était l'entraîneur national Jacques Darras qui m'a vu et m'a dit: oh, toi, tu as des capacités, si tu t'entraînes, tu pourras faire du haut niveau. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'avec, voilà, on a 18, 19, 20 ans, avec beaucoup de volonté, de persévérance, je peux faire du haut niveau. Et c'est parti de là. Donc, à partir de 20 ans, je me suis dit qu'il y avait certainement des choses à faire. Sur un plan professionnel, à cet âge-là, quand on sort de l'adolescence, jeune adulte, est-ce que tu te formais en parallèle ou est-ce que tu étais vraiment focus sur la course à pied? Non, c'est une autre époque, c'est-à-dire, voilà, j'ai mon bac, j'ai à peine 18 ans, j'ai mon bac, un bac de comptabilité, tout simple, hein. Naturellement, issu d'un milieu modeste, mes parents qui avaient arrêté à l'école à 11-12 ans, mon père, avoir un fils qui avait son bac, c'est comme si j'avais fait Polytechnique, quoi. Bon, bah, maintenant que tu as ton bac, tu vas aller bosser. Bon, ok, j'aurais voulu être professeur des écoles, hein. Donc, tout de suite, c'était facile à cette époque-là, si je puis dire. En 74, bah, je suis rentré dans la banque tout de suite, hein. J'ai fait des tests très simples. Je suis rentré dans la banque. Donc, à 18 ans, j'étais banquier, si je puis dire. J'ai fait mes 2 années de banque avant d'aller à l'armée. Et tout de suite, à la banque, j'ai passé des diplômes internes. Donc, voilà. Alors, pareil pour la vie sentimentale. La première copine devient ta femme. Allez, si je résume, à 22, 23 ans, j'étais déjà champion de France de marathon. J'étais marié, 2 enfants, gradé à la banque. Parce que enfin, ma vie socio-professionnelle était presque faite à 23 ans, ce qui est inimaginable aujourd'hui, hein. Bon, après, il y a eu les éléments de la vie, etc. J'avais à peu près tout fait à 23 ans et c'est là que je me suis mis à m'entraîner à 6 heures le matin, à 18 heures le soir. Et à l'époque, je travaillais à peu près 42 heures par semaine, quoi, hein. J'avais pas de conditions, quoi. Pas d'aménagement particulier, une vie entre guillemets, si je me compare, de sportif amateur. On n'était pas dans le professionnalisme comme on peut l'être aujourd'hui. Voilà, je suis champion de France de marathon en 81, donc j'ai 24 ans. Jamais fait un test de cardio, physio, électrocardiogramme. Voilà. Et lorsque j'ai champion de France en 81, je résume, hein, c'est François Mitterrand qui arrive au pouvoir, la gauche arrive au pouvoir, et il instaure les premières conventions d'athlètes de haut niveau. Hein, la ministre à l'époque, elle s'appelait Edwige Avice, ouais, c'est ça. Et cette ministre, naturellement, ils ont vu que la jeunesse et sport, qu'il y avait un jeune champion de marathon, parce qu'à l'époque, faire du marathon à 23, 24 ans, j'étais traité de fou, hein. T'inquiète, tu vas pas durer longtemps, tu fais déjà du marathon. J'avais battu tous les anciens, les vieux. À l'époque, on faisait du marathon en fin de carrière, c'est-à-dire à 32, 34, 35 ans. C'est des mecs qui perfaient sur la piste. Et moi, tout de suite, avec un dénommé Bernard Faure, on s'est mis à faire du marathon tout de suite. Donc, le ministère a interrogé ma banque en leur disant, dites donc, vous avez un champion chez vous, est-ce que vous voulez l'aider professionnellement? Ma banque a été un peu surprise, qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un champion chez eux qui était champion de France. Et en effet, j'ai eu 2 heures par jour et un an après, j'ai travaillé à mi-temps, payé plein pot, et c'est là que j'ai naturellement progressé, hein. Au lieu d'y aller à 6 heures du matin, eh bien, j'avais une matinée pour m'entraîner, la petite sieste, retourner le soir. Donc, tout s'est fait progressivement comme ça. Et professionnellement, bah, j'avais un salaire, donc ça, c'était important. Donc voilà, je progresse parce que naturellement, je travaillais à mi-temps. Mais à mi-temps, j'avais quand même des comptes à rendre à la banque, c'est-à-dire toutes les semaines ou tous les mois, combien de SICA vous avez vendu, combien de comptes épargne logement, de cartes bleues vous avez vendu. Donc j'avais des objectifs professionnels à la banque, mais j'avais des objectifs aussi sportifs. Et alors j'étais bien dans les deux, mais je voulais être très bon quelque part. Soit je faisais une carrière de bancaire de haut niveau et je laissais tomber la course à pied, mais moi j'étais un petit peu fou. J'ai pris le risque de choisir la course à pied. Donc j'ai carrément demandé un congé sabbatique à mon employeur en 88 et en gelant mon poste. Et naturellement, à cette époque-là, il y avait quand même de l'argent dans la course à pied. J'avais des partenaires, des sponsors, des gains de course. Donc, j'ai pris un congé sabbatique de 2 ans
qui a été renouvelé 5 fois. Donc pendant 10 ans, j'étais professionnel, si je puis dire. Je m'étais mis professionnel. Et naturellement, là, une fois de plus, j'ai encore progressé. En 88, je fais 2,12, quatrième du marathon de Pékin. Là, en 90, troisième au championnat d'Europe. La Coupe du Monde de marathon aussi, cinquième. Donc, naturellement, à chaque fois que j'ai fait des paliers professionnels, du temps de libre, eh bien, j'ai progressé et voilà. Donc, j'étais coureur professionnel, mais ça tenait qu'à moi-même. Hein. Quels ont été les premiers sponsors qui t'ont tendu la main? Et est-ce qu'il y a des fidèles qui durent depuis des années et qui t'accompagnent? Mes partenaires, eh bien, comme j'étais un très bon jeune, Michel Jazzy, qui était le responsable Adidas, nous donnait une paire de chaussures. Donc, j'ai débuté chez Adidas. Quand je suis devenu très, très fort, il y a Nike qui est venu me voir. Donc, j'étais un des premiers coureurs Nike. Là aussi, on est au début des années 80. Je parlais tout à l'heure des conventions d'athlètes de haut niveau. Mais il y a Nike qui arrive en France et qui cherche les meilleurs Français. Et moi, je venais juste d'être champion de France. Donc, ils m'ont interpellé. Je me rappelle encore, hein, le mec s'appelait Jacques Noé. Voilà, je suis le correspondant Nike en France. Tu connais la marque? Je dis oui, j'ai entendu parler. Est-ce que tu veux courir pour nous? Alors moi, tout de suite, je dis oui, quoi. Et en plus, il me demande combien tu veux. Et là, je suis tombé des nues. Je dis c'est pas possible. On me donne des affaires. On me demande. Et je me rappelle à l'époque, ça devait être en francs, 1500 francs. Et tout de suite, je me suis dit mais ça correspond à un quart ou un tiers de mon salaire. Donc, c'était énorme, quoi. Donc, je suis allé chez Nike. Et puis, naturellement, j'ai vite compris le système. Hein. Et après, Adidas en 93 est revenu me voir et je suis resté chez Adidas, fidèle avec Adidas depuis donc 93. Après, j'ai eu la société, là, sur les 20 dernières années, Oversteam, où je suis ambassadeur de la marque. Et après, c'était des trucs un peu plus ponctuels. Mais voilà, c'est jamais moi qui ai vraiment sollicité. On est toujours venu me voir. Et là, tu es en position de force. C'est pour ça que je suis pas une légende, mais je suis le grand frère un petit peu de tout le monde. Et aujourd'hui, je suis consultant ambassadeur pour des marques. Dominique, ce chrono de 2h11, ta meilleure donc performance sur marathon, comment tu la mets en perspective aujourd'hui avec les nouvelles technologies que l'on peut rencontrer? Est-ce que si tu avais des chaussures carbone à l'époque, est-ce que tu aurais explosé ces chronos-là? Ouais, là, on va parler comme. Faut pas que je sois trop vieux jeu ou passer pour un vieux con. Alors, déjà, mes 2h11, moi, je suis un peu frustré dans la mesure où j'ai fait 10 fois 2h11, 2h12. C'est-à-dire que c'était une époque où tu faisais du marathon, mais il n'y avait pas de lièvre, quoi. Hein. Donc, c'était la bagarre, un peu comme en cross-country. T'entendais le gars un petit peu souffler à côté de toi, c'est qu'il allait décrocher, ou toi, tu commençais à être dans le rouge. C'était plutôt à la sensation. Hein. Même les montres GPS n'existaient pas. C'était une montre à quartz. Donc, on faisait tout à la sensation, à la bagarre. Au 36e kilomètre, tu vois que le mec, il est pas bien, t'accélères. Donc voilà, c'était la place comptait plus que le chrono. Hein. Et j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'étais d'abord un crossman, moi. Donc 2h11, 2h12. Je suis passé souvent en 1h04, 30 au semi et je craquais à la fin pour faire 2h11, 2h12. Donc je faisais une 6, une 7 la deuxième moitié. Voilà, et des courses de championnat. Alors peut-être si j'ai eu des lièvres, c'est sûr que je pense que, allez, j'avais un niveau symbolique à moins de 2,10, c'est facile à dire. Aujourd'hui, avec les chaussures, alors tout le monde le reconnaît, hein, depuis que moi j'ai les chaussures, allez, mon point de vue, c'est 4 secondes par kilo. Il n'y a pas très longtemps, avant que je sois un petit peu blessé, là, j'avais fait un 10 km et tout de suite, j'avais gagné 40 secondes sur mon 10 km avec les belles chaussures qui vont bien, les Adidas Pro 1 à l'époque, à 10,0 Pro 1. Avec les chaussures, j'étais 40 secondes, je les ai enlevées, j'ai remis les chaussures normales, j'ai reperdu les 40 secondes. Et les coureurs actuels le reconnaissent, hein, sur le marathon, c'est 3-4 minutes de mieux sur le marathon. Donc, tu vois, de 11-20, 3 minutes de mieux, 2-7, 2-8 peut-être. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Mais l'autre avantage aussi, c'est la mousse à l'arrière, c'est que tu fatigues moins. Donc, la lame, en effet, te propulse. Mais la mousse, donc aujourd'hui, moi qui ai un peu mal à la hanche, etc., de mettre une chaussure, je suis moins fatigué avec ces chaussures-là. Et là aussi, ils le reconnaissent tous, les cours actuels, au 35e kilomètre, je parle pas de dopage et tout ça, hein, au 35e kilomètre, ils sont beaucoup moins fracassés
que nous, à l'époque, où on voulait des chaussures qui tapaient. Taper, ça voulait dire sentir le sol, la biomécanique, quoi, sentir le sol, le pied au contact au sol. Mais naturellement, au 35, 36e kilomètre, ben, on était un peu cassé musculairement. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette cassure et les gars peuvent continuer à avancer pour faire des bons chronos. Allez, je dirais 3-4 minutes sur le marathon. Ce qui peut expliquer aujourd'hui des mecs comme Kiptum, là, qui vient de faire 2h01 à Valence, 2h01 à Londres, des mecs presque inconnus, hein, on peut le dire, hein, aucune référence chronométrique. Peut-être que ce gars-là, du temps de Bekele avec Gebrselassie, ne valait que, entre guillemets, 2h05, 2h06, et grâce à la technologie, il fait 2h01. C'était justement la question, tu vois, il y avait un post que j'ai vu passer. Est-ce que Kiptoum est plus fort que Kipchoge, sachant qu'il est beaucoup plus jeune? Il sort, je vais pas dire du berceau, mais il a quand même de très belles références. Il sort de nulle part, n'ayons pas peur des mots. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Beaucoup de gens sont sceptiques dans le milieu. Hein. Ce qui se passe au Kenya, c'est pas tout. Là, je vais peut-être pas me faire des ennemis. C'est pas très net. Hein. Il y a je sais plus combien de Kenyans qui se sont fait avoir pour dopage. Aujourd'hui, l'hormone de croissance, par exemple, n'est pas détectée dans les contrôles antidopage parce que ça coûte trop cher. Donc voilà, hein, on détecte le PO, on détecte certains trucs. Bon voilà, peut-être que Kiptum c'est un personnage extraordinaire, mais faire 2h01 comme ça, complètement inconnu, voilà. Mais d'un autre côté, on peut comparer avec le saut à la perche. Duplantis bat le record du monde avec des perches hyper sophistiquées. En 1920, Gondère, le français, il avait une perche en bambou. Après, il y a eu des perches en métal. Aujourd'hui, il y a des perches en fibre de verre. Donc, on mettrait Duplantis avec une perche métallique, il irait beaucoup moins haut. Donc, la technologie, faut l'accepter, mais 2h11, faut peut-être pas les comparer avec les perches d'aujourd'hui. Et puis, Kiptoum, ça intéresse vraiment que les hyper spécialistes. C'est vrai que le haut niveau intéresse beaucoup moins de gens, à part aller chercher les résultats sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu embêtant. Donc, je suis un petit peu moins intéressé par le haut niveau, c'est un petit peu dommage, moi qui suis très passionné pourtant par mon sport. Alors passionné, c'est plus que ça. Je pense que tu vis la course à pied en toi depuis de très nombreuses années, plus de 50 ans de carrière. Est-ce que, pour revenir justement au Kenya, tu as eu l'occasion de faire des stages, d'aller justement à l'étranger pour voir un petit peu ce qui s'y passait? Alors là aussi, je rigole parce que c'est des modes. Hein. Moi, à mon époque, par exemple, tiens, c'était Vincent Rousseau, le Belge, les meilleurs Européens, ils allaient à Boulder, dans le Colorado. Ils allaient à Boulder, Albuquerque, en altitude. Moi, à mon époque, avant, c'était carrément Font-Romeu. Et puis, d'un seul coup, les Kenyans, donc dans les années 2000, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Donc, ouais, ils ont des plateaux. C'est top d'aller au Kenya. Alors, moi, je suis allé au Kenya comme ça 2 fois une semaine. Une fois, c'était pour un mariage d'une amie qui s'était mariée avec un Kenyan. Donc, je suis allé à Iten, j'ai vu tout ça. C'est fantastique. Hein. Vous êtes à 2000 mètres d'altitude sur un plateau, comme si c'était plat. Et tous ces gens, rendez-vous à 6 heures du matin devant la boucherie locale. La boucherie locale, c'est une planche avec de la viande dessus. Hein. Et ça, c'est fantastique, en effet. Mais c'est pas parce que vous allez aller au Kenya 15 jours, 3 semaines que vous allez progresser. Mais culturellement parlant, sociologiquement parlant, c'est assez fantastique. Mais voilà, peut-être que dans 10 ans, ça sera une autre mode d'aller, je ne sais pas trop où, parce qu'il y a eu des champions en Laponie, etc. Donc, ou dans la Sarthe, peut-être. Dans la Sarthe, sur les terres de Dominique. Ouais, mais à l'époque, Annette Sergent, Paul Arpin sont venus s'entraîner chez moi. Et quand ils ont vu les forêts qu'il y avait, il m'a dit, pourquoi tu nous as pas dit ça plus tôt? Je rappelle que Arpin et Annette Sergent, Annette, c'est championne du monde de cross-country et Arpin, 3e. Donc, vous voyez, hein, il y a un peu du lobbying, mais bon, le Kenya, c'est assez fantastique quand même. Ouais. Tu parlais justement tout à l'heure de dopage. Est-ce que de ton regard d'athlète qui a fréquenté les pelotons et le haut niveau, tu as eu parfois des doutes sur certains coureurs sans avoir la médiatisation de ces affaires comme on l'a aujourd'hui? Si oui, est-ce que tu as des exemples à nous transmettre? Oh, bah oui, mais moi, j'ai pas la langue de bois, donc en effet, hein, à l'époque de Bernard Hinault, à cette époque-là, tu voyais les gars qui terminaient le Tour de France jouent plus. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible quand tu as fait trois semaines de vélo et tu arrives joue plus, c'est qu'il y a un autre problème. Donc en course à pied, c'était pareil. C'était les corticoïdes à l'époque, hein, dans les années 80, les corticoïdes n'étaient pas décelés. Donc après, lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone dans les années 90,
c'était l'EPO qui arrivait, les transfusions sanguines, etc., qui n'étaient pas des Slaves. Donc chaque époque a eu ses travers. Alors moi, quand je fais les Italiens aussi, qui sont tous tombés pour dopage à l'époque, hein, les meilleurs coureurs du monde, c'était les Italiens. Lorsque je fais troisième au championnat d'Europe, j'arrive encerclé d'Italiens, le premier, le deuxième et le quatrième. Et quelques années plus tard, comme par hasard, avec la Juventus de Turin, chère à notre ami Deschamps, etc., on a vu que la Juventus de Turin tournait à l'EPO et les meilleurs coureurs italiens aussi sont tombés à l'époque, donc corticoïdes, EPO. Donc, je ne vais pas dire que j'étais l'Europe, mais ça peut changer beaucoup de choses, en effet, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique, il y a pas des regrets par rapport à ça? Te dire, on a peut-être volé ton titre à un moment donné, ou est-ce que tu étais vraiment au maximum de tes capacités sur ce championnat d'Europe qui reste une médaille de bronze quand même? Alors moi, ça avait été très, très médiatisé. Ça avait été très médiatisé parce que c'était un samedi à 20 heures et mon arrivée, c'était juste après le record du monde du 4 fois 100 mètres avec Trouaba, le Marie-Rose, etc. Les coureurs sont sur le podium, je rentre sur le stade, c'était le début de Patrick Montaine et Nelson Montfort. Voilà, il vient d'avoir le record du monde du 100 mètres. Et en plus, un marathonien arrive sur la piste, Dominique Chevalier, et je vois Marie-Rose qui me donne un drapeau bleu, blanc, rouge pour faire le tour de piste. Donc, ça avait été ultra médiatisé. Donc, voilà. Sinon, moi, oui, je pense que les 2h10, je les avais dans les jambes. Non, faut pas vivre avec des regrets parce qu'on pourrait dire, bah, et toi, Chevalier, peut-être que tu t'es dopé aussi. Il n'y a que moi qui le sais, comment j'ai fonctionné, pourquoi je cours encore. Donc, c'est trop facile de dire, bah, lui, il est dopé. Et toi, est-ce que ton parcours, il faisait bien les normes? Est-ce que tu n'as pas pris des petits produits? Est-ce que, voilà, non, faut vivre avec son époque. Il y avait des choses bien, moins bien. Ce qui compte, c'est être bien dans sa tête, être encore frais dans sa tête. Et puis, mon corps, il répond encore. Donc, c'est le principal. Justement, Dominique, tu parles de fonctionnement. Comment, durant ta carrière, tu as fonctionné? Est-ce que tu es plutôt entraînement solo? Est-ce que c'est toi-même qui t'es construit ou est-ce que tu as fait appel dans ce club de la Flèche, dans tes débuts, à un entraîneur qui t'a suivi sur la longueur? Non, j'ai toujours été autodidacte. Alors, est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Ben non, parce que le gamin qui courait vite à la Flèche, là, pendant 2, 3 ans, le petit entraîneur local, il a vite été dépassé. Donc, j'ai été recruté, enfin, entre guillemets, au club des cheminots du Mans, où il y avait un bon club français, cheminots du Mans. Donc, dès que je suis arrivé senior, espoir, quoi, à 20 ans, je suis allé au Mans dans un club beaucoup plus performant. Et non, mais je me suis beaucoup documenté à l'époque. Après, lorsque j'ai passé mes diplômes de banque et c'était fait, j'ai passé mes brevets d'État pour avoir des notions de physiologie, d'anatomie, de savoir comment fonctionnait mon corps, c'est quoi qu'un lactate, c'est quoi ces fameux seuils à un moment où on décroche, etc. Donc, il y a des personnes qui ont été des incontournables dans ma carrière, des petits plus, hein. Tout à l'heure, j'ai cité Bernard Faure, Camille Vial, l'entraîneur national, Jacques Darras à l'armée. Donc, mais je me suis toujours fait mes propres plans tout seul. Je considère que j'ai perdu du temps. J'ai fait du très haut niveau à 34, 35 ans parce que j'ai testé des choses. Peut-être que si j'avais eu des meilleurs conseils, j'aurais perfait peut-être un petit peu plus tôt, mais je regrette rien. Donc aujourd'hui, c'est moi qui fais partager mon expérience à des athlètes, hein. J'ai eu une Corinne Rowe qui a fait 15e aux Jeux Olympiques d'Athènes avec 2h28 au marathon. Aujourd'hui, j'entraîne des coureurs locaux, mais je prends autant de plaisir. Donc voilà, non, non, autodidacte, Dominique Chevalier. La solitude du coureur de fond et 95 ou 90% de mon entraînement était solitaire. Avec quels ingrédients? Quelle est la méthode Chocho pour performer et atteindre de tels chronos? Tu étais quelqu'un qui bornait beaucoup, tu étais plus sur un travail de qualité, des chiffres peut-être sur ces 240 000 kilomètres au compteur? Ouais, j'étais plutôt peut-être dans l'excès, mais comme j'avais une bonne corpulence, hein, puis pareil, le mental, hein, d'origine paysanne par mes parents, grands-parents, j'étais costaud. Donc, je bornais beaucoup, hein, c'est-à-dire que l'hiver, pour faire du cross, j'étais à 160, 180 km par semaine. Le marathon, 200, 230, 240. J'ai même monté jusqu'à 250 km 3 semaines de suite pour préparer. Et là-dedans, je mettais quand même un peu de qualité, beaucoup de seuil, etc. Et ça passait. Donc voilà. Mais à côté de ça, j'avais une vie très équilibrée.
je disais tout à l'heure, la sieste, qui fait partie de l'entraînement, je dormais bien. Les produits bio, si je puis dire, parce que mes parents, ils avaient un jardin, ils me donnaient les tomates, les pommes de terre et les fruits du jardin. Une femme à l'époque qui jouait bien le jeu, etc. Donc, je m'étais fait mon petit entourage socio-professionnel. J'avais un kiné, je pouvais aller voir quand je voulais. Chez moi, j'ai toujours eu des appareils de musculation, un sauna. Donc, je m'étais fait mon propre monde et c'est beaucoup plus facile parce que tu perds pas de temps. Donc, tu t'entraînes le matin, tu fais tes 10 bornes de footing. Soit j'allais à la banque ou soit je récupérais. Le soir, je recommençais. Hop, un petit peu d'haltère à la fin d'un footing. Tiens, aujourd'hui, j'ai juste un footing cool, je vais faire du sauna. Et ben, quand tu ajoutais les sommes comme ça, et ben, ça faisait 200 kilomètres par semaine. Cette méthode d'entraînement, tu l'as construite essentiellement à la sensation, ce que tu disais tout à l'heure. Les montres, les cardio-fréquences-mètres sont arrivés sur le tard finalement par rapport à ta carrière. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique ou est-ce que tu continues à travailler sur les sensations, le fait de bien connaître son corps? Est-ce que c'est pas ça le secret des champions? Ouais, je disais tout à l'heure, les courses sur marathon, c'était carrément, le seuil, c'est ça, c'est le souffle. À un moment, quand tu commences à souffler un petit peu trop fort, tu vois bien que tu vas décrocher. C'est le fameux seuil anaérobie. À un moment, ça y est, tu commences à faire des lactates. Donc, c'était un peu. Après, j'ai connu les premières polars, les montres polars. Là, c'était carrément une montre très grossière. Donc, j'étais plutôt au cardio. Je savais que courir à 20 à l'heure, j'avais un cardio bas. 20 à l'heure, pour moi, c'était 165, 166 pulsations. Donc, je savais si je montais au-dessus de ça, j'allais dire attention, je commençais à être dans le rouge, etc. Voilà, alors aujourd'hui, c'est les GPS. Quand je fais des 400 mètres sur la piste, j'ai l'impression d'aller vite. Et là, c'est le GPS, la montre chrono qui me dit, bah non, tu ne vas plus aussi vite que ça. Donc voilà, ça confirme ce que je sais. Mais non, les montres GPS, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Les gens, ils sont complètement omnibulés par leur montre GPS. La preuve, ils vont faire des 800 mètres sur la piste, ils s'arrêtent au bout de 780 mètres parce que leur montre leur a dit t'as fait 800 mètres alors qu'une piste fait 2 tours. Et je vois des trucs complètement fous sur les 10 kilomètres. Ah, on a fait 10 kilomètres 180. Bah oui, c'est ta montre. Donc voilà, non, non, aujourd'hui, c'est un gadget, c'est un compte-tour, c'est le tableau de bord d'une voiture, mais je suis quand même euh, le chrono du départ, le chrono de l'arrivée et tant de kilomètres entre les deux, ça me suffit. Au niveau de la saison, au niveau d'une planification, quels conseils tu pourrais donner aux auditeurs pour bien organiser leur compétition, leur saison? Tu le disais, mettre de ton côté d'abord du cross pour préparer peut-être ensuite les courses de printemps, les marathons. Comment toi tu vois l'organisation d'une saison pour des personnes qui souhaiteraient progresser? Ouais, c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, vous êtes sollicité tout le temps, tous les week-ends, vous avez une course. Alors moi, je planifiais par saison. Alors l'hiver, faire du cross-country, quelques corridas, etc. Une petite phase de repos peut-être fin février pour attaquer mars, avril, mai, de préparer un marathon. Donc voilà, une préparation commence toujours par une phase de repos. Alors une phase de repos, pour moi, c'est presque 10 jours sans courir, presque, se donner envie, avoir faim, se donner envie. Et après, c'est parti pour 2 phases d'un mois, par exemple. Là, le premier mois, c'est développer la VMA, une certaine qualité. Après, une petite coupure d'une semaine. Et la deuxième phase, c'est plutôt le seuil, les longues sorties, travailler un pourcentage de cette VMA. 10 jours avant l'objectif, là aussi, on relève le pied avant son marathon. Voilà, 2 marathons par an suffit. Mais aujourd'hui, tiens, je vais aller faire la petite coursette du coin avec les copains. Moi, je vois bien, j'ai des très bons coureurs régionaux aujourd'hui, mais je me dis, mais les gars, ils sont tout contents de gagner en 33, 34 kilomètres, 33, 34 minutes aux 10 kilomètres, alors qu'ils valent beaucoup mieux. Voilà, la planification, c'est le gros problème. La récupération, savoir lever le pied, savoir ne plus s'entraîner pour mieux se réentraîner après. Aujourd'hui, les gens, ils sont toujours dans le moyen plus, mais jamais dans des pics d'entraînement et des pics de forme. Donc, il faudrait Alors, accepter d'en faire un petit peu moins pour pour en peut-être faire, cibler, pour en faire plus derrière. ouais, en faire moins pour en faire plus, s'entraîner court pour s'entraîner long, ouais, ça est beaucoup plus avec des pics, quoi. Aujourd'hui,
le mec qui s'entraîne 4 fois par semaine, c'est toujours 65 kilomètres par semaine. Les séances, c'est toujours à peu près les mêmes. Comment tu vas avoir des pics de forme si tu fais toujours la même chose? Tu es toujours bien, sans plus, voilà. Et puis, tu cours, tu fais toujours le même chrono, tu cours toujours avec les mêmes adversaires, tu cours... voilà, je serais un peu plus style commando, moi. Est-ce que aujourd'hui, Dominique, tu trouves que on veut peut-être en faire trop et aller trop vite? Tu le disais, 22 ans, premier marathon. Est-ce que tu le conseillerais aujourd'hui à des personnes qui débutent? Ou est-ce que tu étais un petit peu tête brûlée? Tu m'as bien deviné, tu m'as bien. Ouais, parce que quand j'ai fait mon premier marathon, écoutez bien, il y avait pas Internet, bon, les revues de course à pied, il y en avait pas. Et donc, la première année, j'ai fait 5 marathons. Et au cinquième, je suis champion de France. Donc, 5 marathons en 13 mois. L'année d'après, encore 4. L'année d'après, encore 4. Donc, les 3 premières années, j'ai fait 12 marathons. Bon, il n'y avait pas plus quelques semis, etc. Mais il y avait quand même des phases de récupération. Naturellement, en 86, 87, tendon d'Achille, me fait opérer d'un tendon d'Achille. Donc, à un moment, on paie toujours l'addition. Et c'est après que je me suis remis en cause en me disant, attends, là, tu fais ça bêtement, cherche à savoir pourquoi, comment on fait un marathon, comment le corps fonctionne, et c'est là que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et après, j'étais plus raisonnable, 2 voire 3 marathons, un pour se qualifier au grand championnat, faire le championnat, et puis un peut-être pour gagner des thunes un petit peu, le marathon de Nice, de Reims, etc. On payait cher à l'époque. Voilà, non, c'est une erreur. Mais 2 marathons par an ne me choquent pas, mais surtout rester sur des 1500, des 3000 mètres, des 5000 mètres sur piste pour avoir du pied, et c'est ça le plus important. Et moi, j'ai toujours fait de la piste. Je faisais un marathon, le dimanche d'après, il y avait les interclubs, je faisais le 5000 mètres aux interclubs pour mon club, et ça, c'était un plus. Aujourd'hui, il y a trop de félicitations sur des longues distances, un petit trail par-ci, un semi-marathon par-là. Mais oui, j'étais un peu dans l'excès, en effet. Mais tu es resté quand même plutôt un routier et crossman. Tu as quand Oui. même expérimenté la course en montagne. Il y avait le championnat de France hier. Le trail ne t'a jamais vraiment attiré dans son développement comme il le connaît depuis des années? Le trail, on en parle depuis 20-25 ans. Moi, je terminais un peu ma carrière à haut niveau. J'ai arrêté à 42 ans d'être dans l'équipe de France. Alors, la 6000D, par exemple, existait déjà. On parlait pas de trail à l'époque. Donc, j'ai pas vraiment connu le trail. Mais j'ai fait, en effet, les championnats d'Europe et du monde de course de montagne, avec les débuts de Thierry Breuil, d'ailleurs. C'est normal, j'étais un crossman. Donc, faire une course de montagne sur 1 heure, ça me dérangeait pas trop. Par contre, faire des ultra-trails de 100 miles ou faire l'UTMB, etc. Des courses nature, j'ai fait deuxième à l'Eco-Trail à plus de 50 ans. Des courses nature, ça va. Les gendarmes et les voleurs à Limoges, c'est des courses nature. Mais les trails où il faut marcher, mettre les mains sur les cuisses, non, je ne sais, les Templiers, par exemple, je ne sais pas faire. Et c'est autre chose. Non, c'est pas mon monde à moi. Mais pourquoi pas, pour moi, la course à pied, ça va du 800 mètres au 100 miles. J'aurais aimé faire du 100 km route, en effet. Mais voilà, mais chacun sa spécialité. Moi, je me suis cantonné du 1500 mètres au marathon. Qu'est-ce qui te fait courir encore aujourd'hui après plus de 50 années de carrière? Où tu trouves l'énergie pour sortir les baskets et aller te faire violence, aller sur une course pour donner le meilleur de toi-même? La passion. Et puis, le mot violence, c'est ça, se faire violence. Aller faire un footing de 50 minutes ou 1 heure, excusez-moi, mais ça m'emmerde presque. Et si dedans, je mets, comme j'ai fait avant-hier, 5 fois 5 minutes et je m'arrache sur 5 fois 5 minutes avec 2 minutes de récup, là, je suis content parce que j'ai un objectif, parce que je vais me faire mal. On revoit le compétiteur et le lendemain, aller faire un footing de récup, j'ai l'impression d'être fracassé, je regarde ma montre toutes les 5 minutes. Donc toujours l'esprit compétition, l'esprit de pousser son corps à l'extrême, même s'il va beaucoup moins vite. Voilà, donc la persévérance, ne jamais rien lâcher. Voilà, puis le côté compétition, le côté un peu tête brûlée, un peu toujours le chrono de regarder, tiens, combien j'ai fait de mètres dans mes 5 minutes. J'ai fait 1300 mètres, bon, je suis content, etc. Toujours les très cartésiens, je disais tout à l'heure, j'ai eu un bac de comptabilité. Moi, c'est les chiffres, toujours le chrono, 3 minutes, 3 minutes 10 au 1000 mètres égale 19 km/h, égale 2h11 au marathon, c'est toujours comme ça dans ma tête, je suis toujours en train de fonctionner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est comme ça.
Aujourd'hui, tu collectionnes encore des titres. Je pense qu'en master, tu es toujours performant, même à l'international. Ça ne s'arrête pas. Tu continues finalement les compétitions. Bah là, je reprends parce que j'ai une interruption d'une année, hein, quand même, opération d'une prothèse de hanche. Voilà, mais en effet, j'ai gagné le marathon de New York dans les toutes catégories d'âge, c'est-à-dire dans les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, les plus de 60 ans. Hein, à 60 ans, j'avais fait 2h52 au marathon de New York, au marathon de Londres, etc. Mais bon, c'est pas le but essentiel, c'est juste des petits défis soi-même. Je vais aller pas me vanter que j'ai gagné le marathon de Londres puis aujourd'hui, on appelle ça les M6, M7, M8, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Voilà, mais bon, ça me motive. Et ce qui me motive, c'est de me challenger avec les mecs de mon club. Alors, certains ont 35, 40, 45 ans. Ils ont 20 ans plus jeunes, mais j'essaie d'oublier mon âge pour me motiver. Ça me motive toujours, en effet. Là, ça fait un petit côté sale gosse, c'est-à-dire que tu as envie d'aller défier et de ne pas laisser ce jeune qui est devant ou derrière toi passer. Ça te pousse aussi finalement. Lui, il est tout content de se friter avec moi en disant je vais pas me faire battre par Chocho ou Chevelier avec ses 60 ans. Donc lui, ça te permet de progresser dans mon club. Hein. Par exemple, on va être 40 à 50, voire 60 personnes à faire 10 fois 400 mètres. Ah bah chacun se frite, tout le monde, personne ne laisse sa place et ça c'est plus. Moi, je motive les autres et eux me motivent. Donc, c'est un sport individuel, mais qu'on aime aussi partager en équipe. Et c'est source de progrès aussi, ça. Hein. Est-ce que c'est pour cela que tu as souhaité monter un club et être à la tête d'une organisation pour continuer le partage et transmettre ta passion? Oui, je me sers d'eux, oui, je me sers d'eux, eux se servent de moi. Et puis, avoir vécu tout ce que j'ai vécu, c'est quand même bien de le partager. Je disais tout au début, je voulais être prof des écoles, instituteur hein, à l'époque. Eh bien, c'est peut-être ça, l'envie de partager. J'ai eu un savoir-faire, donc de le faire savoir maintenant. Certainement, c'est à moi de partager. C'est comme ça que j'ai inventé ces fameux meneurs d'allure il y a 25 ans pour aider les gens au milieu de peloton à réaliser une performance en étant le plus régulier possible. Les coureurs de mon club, Run and Freedom, hein, ça fait 10 ans que je suis président d'un club. On n'a pas de super champion dans le club, mais tout le monde est homogène et tout le monde progresse. Hier, ils étaient 12 à aller faire le semi-marathon de Saumur. Sur les 12, il y en a 11 qui ont battu le record personnel. Alors, ce sont des femmes qui sont arrivées au club qui valaient 1h50 au semi-marathon. Aujourd'hui, elles sont toutes à 1h30. Voilà, et ça me donne une satisfaction terrible. Donc, je vis à travers eux parce que je sais ce qu'ils ressentent. Donc, voilà, il y a un beau partage, un beau transfert, en effet. Mais tu n'es pas resté dans ta bulle de champion, dans ces hautes sphères, toi, des champions qui parfois ne touchent pas terre. C'est ce côté terrien, ce côté paysan, comme tu disais tout à l'heure, qui te donne justement cet ancrage, ces racines. Ah, certainement. Après, certainement, j'ai dû faire des réflexions et des gens ont dit, ouais, Chevalier, il se la pète, il vit sur son passé, etc. Peut-être, hein, surtout qu'avec les réseaux sociaux, des fois, je tape je tape un petit peu dessus. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, et puis je crois, enfin, là aussi, je me la pète un peu. Il y a une certaine légitimité de ma part à dire certaines choses parce que j'ai vécu. Faut pas oublier que donc lorsque j'ai couru au début des années 70, lorsque tu courais dans la rue, tu étais traité de fou, c'est-à-dire ça se faisait pas. En un mot, on disait, hey, toi là-bas, t'as rien d'autre à faire que de courir, donc tu te faisais traiter de feignant parce que tu as couru dans la rue. Ça, c'est vite passé hein, dans les années 70, 80. Aujourd'hui, on voit une femme, une joggeuse passer dans la rue. Je pense qu'on dit, ah ben, disons, je ferais bien de faire comme elle, de courir. Autrefois, une femme qui courait dans la rue, mais elle était traitée de tous les noms. Et j'ai couru. Autrefois, on faisait du footing. Hein, on faisait de l'athlétisme et du footing. Après, on s'est mis à faire du jogging. Aujourd'hui, on s'est mis à faire du running. Vous voyez, on rigole un peu parce que moi, je dis à tout le monde, bah, moi, j'ai fait de la course à pied. Donc voilà, en 50 ans, j'ai connu un petit peu toutes ces phases de mode, de lobbying, de la course à pied, et je suis toujours là. Donc je pense que je peux un peu critiquer parfois ou taper sur le doigt de certaines personnes à cause des réseaux sociaux. Hein. Tout le monde est champion du monde aujourd'hui. Les gens, ils mettent, ouais, j'ai fait le marathon de. J'étais au départ, mais ils mettent pas leur score, par exemple. Hein. Bon, des fois, ça énerve un petit peu. Il suffit que tu sois une belle nana, pas trop mal gaulée, et tu as je sais pas combien de followers. Ça peut énerver certains champions, en effet. Est-ce que tu as une nostalgie de ces années que tu as vécues
Et est-ce que tu te retrouves toujours dans cette société de la course à pied aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui, selon toi, on a parlé des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te choquent et qui te hérissent, non pas les cheveux, mais le poil? Oui, bah c'est normal que j'ai de la nostalgie parce que j'ai vraiment connu une belle époque, hein. Alors pour moi, connaître une belle époque, c'était les potes, hein, on se fritait, hein, on était toute une bande de Français à 2h12, 2h13, mais après on allait boire des bières, on rigolait entre nous. Alors, ce qui m'énerve aujourd'hui, un coureur licencié dans un club, il va s'inscrire dans une compétition. On va lui dire, ah ben non, il n'y a plus de dossard, c'est complet. C'est complet avec des gens lambda, etc. T'as pas beaucoup d'avantages à être licencié dans un club. Bon, les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde est champion. Le gars, il vaut 34 minutes aux 10 kilomètres, il est champion du monde, alors qu'à mon époque, ça n'existait même pas, quoi, hein. Ou même 2h40 au marathon, bah, t'es arrivé en queue de peloton, quoi. Donc là, il y a un peu de nostalgie de ça. Euh, oui, oui, oui. Moi, l'avantage que j'avais la reconnaissance, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands journalistes sportifs, hein. Moi, si j'achète le Ménib, le Ouest France, on parle très peu d'athlétisme. Dans l'équipe, lisez l'équipe aujourd'hui, on parle plus d'athlétisme. Donc, il n'y a plus de reconnaissance, ça. Et ça me fait chier pour mon sport, quoi, hein. On va parler de problèmes de dopage, on va des problèmes extrasportifs de l'athlétisme, mais on parle plus d'athlétisme. On n'a plus de champions chez nous charismatiques. Donc là, il y a la Villény, Dinisme, ils sont en fin de carrière. Heureusement qu'on a Kevin Meyer. Donc on parle plus de l'athlétisme et ça m'embête beaucoup, beaucoup. Je suis très, très sceptique pour les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Voilà, plus de reconnaissance, plus d'argent dans les courses, c'est un peu du n'importe quoi. Les organisateurs, ben, ils sont devenus des organisateurs professionnels. Toutes les belles petites courses d'autrefois, les organisateurs, bah, c'est les mecs de ma génération. Ils arrivent aujourd'hui 70, 75 ans, 80 ans, bah, ils arrêtent. Il y avait le semi-marathon du Mans, le jeudi de l'Ascension, ça n'existe plus. Alençon-Médavy, c'était la dernière, une très grande course, ça n'existe plus. C'était la dernière édition. Oui, tout ça, ça m'embête un petit peu. Le business l'a emporté. Un coureur est un client maintenant, hein, pour les sociétés organisatrices. Pourquoi pas, hein. Moi, je travaille pour ASO, entre autres, hein, je suis consultant pour eux, mais c'est plus du tout la belle époque que j'ai connue. Reconnaissance, des primes d'arrivée, des sponsors, les copains, la bière à l'arrivée et plus si affinité. Malgré ça, Dominique, quand tu arrives sur une manifestation, sur un événement, il y a un petit peu la chochomania. Tu restes avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie. Tu souhaites partager ta passion à tous et je dirais qu'auprès des coureurs, j'ai vu sur certaines vidéos, certains éléments de ta page Facebook, ben, les gens veulent leurs photos avec Chocho. Alors, qu'est-ce qui explique cette popularité? Tu as traversé quand même de nombreuses années et des décennies de course à pied, et malgré ça, tu restes populaire et charismatique. Ben, le mot, c'est le mot populaire, c'est-à-dire que j'ai fait du haut niveau, mais je m'adresse aussi bien aujourd'hui à un coureur en 4h15 qu'au champion aujourd'hui. Je vais aller voir un petit peu tout le monde, un petit mot, une petite tape sur l'épaule à tout le monde, parce que je connais que le mec, il en baffe, quoi. Peut-être que le mec qui vient de faire moins de 4 heures, il y a 2 ans avant, il était obèse, il était alcoolique, gros problème personnel, et aujourd'hui, il a fait 3h59, donc lui, il est champion olympique de sa vie personnelle. Donc ça, je le ressens, tout ça. Et aujourd'hui, on me reconnaît parce que je suis animateur de course, hein. Mes potes, ils me demandent, j'anime les Templiers, le marathon Nice-Cannes. Donc les gens, ils me revoient toujours. Ah, c'est Dominique Chevalier qui anime. Donc voilà, moi, je cherche pas spécialement à me vendre, hein. On vient toujours me voir. Voilà. Et puis c'est comme toi. Toi, tu me disais tout à l'heure, bah, j'ai l'âge de tes parents. Eh bien aujourd'hui, ce sont les enfants. Tiens, mon père, il courait avec toi. Tu te rappelles? Voilà. Et puis certainement que j'ai fait rêver certains gamins, mais je reste modeste parce que ce n'est jamais que de la course à pied, du running. J'étais pas une star du sport français. J'étais connu dans mon milieu, mais je m'appelle pas Raymond Poulidor, Jacques Anquetil, Bernard Hinault ou même Jalabert ou en tennis Noah. Voilà, j'étais connu dans mon milieu. C'est très valorisant pour moi, naturellement. C'est une fierté, hein. J'ai mon ego aussi, hein. Mais voilà, en tout cas, si j'ai pu apporter un plus à certaines personnes, eh ben, j'en suis fier. Mais mon côté grande gueule m'a joué aussi des tours, hein. Par exemple, à la Fédération française d'athlétisme, j'étais signé
J'étais cité en exemple d'un côté pour ma performance, la planification, puis d'un autre côté, je critique un petit peu, quoi. Je voudrais que les choses avancent un petit peu plus vite, donc ça m'a joué un petit peu des tours. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. J'ai une gueule et j'ai de la gueule. Est-ce que justement par rapport à cette fédération, ils t'ont contacté pour les Jeux Olympiques ou est-ce que non, toi tu restes en marge et tu es peut-être inquiet par rapport à cette équipe de France d'athlétisme? On voit que les minima, c'est plus des minima, enfin c'est des chronos vraiment stratosphériques à atteindre. Est-ce que tu es pessimiste pour les futures compétitions internationales de notre équipe de France? Alors voilà, maintenant, il y a des beaux mots actuels. Depuis 2 ou 3 ans, on parle de ranking. Alors, tu vas dire ça à quelqu'un, ranking, c'est quoi? Oui, donc c'est le classement français ou mondial, voilà. Donc, si tu es dans les, je dis n'importe quoi, dans les 50 premiers mondiaux, c'est-à-dire dans le ranking, tu vas pouvoir sélectionner. Donc, il faut être dans le ranking en faisant aussi une performance. Mais le ranking, naturellement, tout à l'heure, on parlait des Kenyans. Si sur les 100 meilleurs marathoniens du monde, tu en as 85 qui sont Kenyans, tu n'arriveras jamais à rentrer dans le ranking. Et dans le ranking aussi, on ne tient pas compte si le mec il est chargé, pas chargé, dopé, performance, le parcours, habilité ou pas. Voilà, point barre, c'est brut de brut. Faut que tu sois dans le ranking pour pouvoir participer à certaines épreuves. Mais c'est valable pour les championnats de France sur piste aussi. Il faut être dans le fameux ranking. Donc toujours des mots anglophobes, de terminologie anglaise. Donc non, ouais, je suis un peu dépassé par tout ça. Pour moi, un mec qui est champion de France de marathon, moi c'était l'époque, eh bien ça l'incite à faire le chemin de France. Et grâce à ça, il est sélectionné pour les Jeux Olympiques et les deux autres à la performance. Voilà, on pourrait mettre en valeur le titre de champion de France. Aujourd'hui, un titre de champion de France de marathon, mais je sais même pas qui c'est qui est champion de France de marathon et c'est catastrophique quand même. C'est dans l'anonymat complet. Donc voilà, maintenant c'est le business qui l'emporte et à la fédération, je critique un petit peu ça. Mais ce qui compte, c'est le nombre de licenciés. Il y a 300 000 licenciés. Aujourd'hui, c'est les baby runners, les vétérans à la fédération représentent 60% des licenciés. Donc, est-ce que c'est ça l'avenir? Bah, les Jeux Olympiques, ils vont se faire, hein. Mais l'après-Jeux Olympiques m'inquiète, en effet. L'après. De ce développement de notre sport à travers les âges, est-ce que tu vois des tendances? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles? On parle du marathon pour tous. Est-ce que pour toi, il est possible de courir un marathon pour quelconque coureur? Est-ce que ça s'adresse à tous? Ah bah, si on part du principe que c'est un défi personnel, voilà. Tu vois, si je faisais un marathon, bah, en effet, hein, tu peux le faire aujourd'hui en 6 heures, en 7 heures, c'est-à-dire tu marques, tu cours, tu marques, tu cours, et tu as une médaille à l'arrivée, tu es finisher. Bah, pourquoi pas? Je pense pas qu'au niveau de la santé, ça soit l'idéal, hein. Donc, on peut tous faire un marathon si tu n'as pas de problème physique, c'est-à-dire que tu n'as pas une jambe plus courte que l'autre, etc. Tout le monde peut faire un marathon. Donc, l'idéal, c'est quand même avoir des bons conseils. Mais pour moi, marathon, ça veut dire, historiquement parlant, c'est courir. Je dis, je cours un marathon, on ne dit pas je marche un marathon. Donc, moi, la formule, allez, si on court un marathon, c'est allez, 4h30, 5 heures. Au-dessus, c'est un défi personnel. Donc, le mot marathon, il est un peu galvaudé. C'est dur, hein, ce que je dis là aussi, hein, mais on le voit bien entre elles. Aujourd'hui, entre elles, il y a des phases d'élimination. Au 20e, si tu passes pas au 20e kilomètre en temps, tu es éliminé, etc. Ben, au marathon, peut-être qu'on va arriver à ça. Donc, le but des gens, c'est de passer la première barrière. Ensuite, la deuxième barrière. Et puis, à la troisième barrière, c'est d'arriver. Donc, alors que moi, au départ, c'est tout simplement d'arriver. Donc, ça, voilà. Mais sinon, si les gens se mettent à faire du sport, tant mieux. On est vraiment plus dans le sport loisir et le sport santé aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le sport performance. Donc là, c'est un peu un autre monde. Alors, au niveau de ces meneurs d'allure, tu dis il y a 25 ans, j'ai créé cette fonction, ces personnes que l'on voit avec des flammes dans le dos, avec un chrono à atteindre. Comment t'es venue l'idée et comment ça a pu se déployer sur les grands marathons majeurs? Bah ça, c'était l'idée au départ, c'était dans les fin des années 70 avec Bernard Faure. Il m'avait dit, oh, ça serait bien qu'au milieu du peloton, il y a quelque chose qui se passe. Bon, l'idée est passée comme ça. Et l'évolution a fait que, au milieu des années 90, le marathon est devenu populaire. Et j'ai repris l'idée de Bernard Faure, dit 15 ou 20 ans avant,
En 98, c'était, je crois, donc il y a 25 ans. Donc on voyait bien, hein, les gens qui voulaient faire 4 heures au marathon, ils passaient au semi plus vite que prévu pour dire, tiens, je vais prendre de l'avance. Et puis en effet, ils s'écroulaient dans la deuxième moitié. Donc le mec, il passait en 1h50 au semi et il marchait dans la deuxième moitié, il faisait 4h05, 4h10. Et je me suis dit, si je mettais, alors devant les petits Africains, eux, ils avaient droit à des lièvres pour aller le plus vite possible. Donc je me suis dit, si je mettais des régulateurs d'allure au milieu du peloton, ça serait bien. J'avais proposé ça au marathon de Paris, à Joël Lenné à l'époque. Je dis, tiens, si je mettais des mecs à 3h, 3h30, 4h, 4h30, au sein du peloton avec une tige et un ballon de baudruche, pour leur dire, tiens, il y aura des coachs à l'intérieur du peloton. Et en effet, l'organisateur à l'époque m'a dit, ouais, pas de problème. Et ça marchait feu de Dieu. Les gens ont suivi ce gars. Donc, le but, c'était de freiner les gens au début un petit peu pour les encourager dans la deuxième moitié. Et en effet, beaucoup d'émotions à l'arrivée. Merci, c'est grâce à toi que j'ai fait moins de 3 heures, moins de 4 heures, etc. L'année d'après, on en a mis, au lieu d'en avoir 6, on en a mis 12, etc. Les ballons de baudruche sont devenus des flammes et 25 ans plus tard, eh bien, tout le monde a ses meneurs d'allure. Alors au début, j'ai pas breveté ça parce que je me suis dit, je le proposais à droite à gauche. Je l'ai breveté beaucoup plus tard. Bon, aujourd'hui, tout le monde met des meneurs d'allure. Des fois, il y a un peu du n'importe quoi, mais au marathon de Paris, par exemple, j'avais 32 meneurs d'allure, 4 par quart d'heure. Et naturellement, ils sont un petit peu répartis. Le 4 heures, il a son groupe de 200 personnes. Il y en a un autre qui est 30 secondes derrière, etc., etc. Donc voilà les meneurs d'allure qui sont été sponsorisés. Hein, les flammes étant un support marketing, donc les organisateurs sponsorisent les meneurs d'allure et qui sont devenus des incontournables aujourd'hui. Et donc, tu te déplaces aux quatre coins de la planète ou exclusivement en France pour ces meneurs d'allure? En France et en Suisse, hein, Lausanne, Genève. Après, le marathon de Londres, le marathon de New York, tout ça, ils ont mis leur propre meneur d'allure. Alors, l'idée s'est vite propagée. Hein, donc, dans tous les marathons du monde, bah, parfois je rigole, à Chicago ou à Londres, à New York, c'est carrément un meneur d'allure avec un manche à balai. Quand je dis un manche à balai, c'est un manche à balai et une petite pancarte cloutée où il y a écrit 3h15, 3h30 et le mec, il court avec un manche à balai comme ça. Donc, vous voyez, des fois, c'est assez, malgré que ça soit des grands marathons, c'est assez rudimentaire. Donc, nous, les miens, si je puis dire, les officiels, ils sont très propres, très clean, mais ils peuvent pas faire un meneur d'allure tous les dimanches. Donc, allez, j'ai à peu près 80 meneurs d'allure à répartir à Paris, à Nice-Cannes, au marathon de Reims, au marathon de Lyon, etc. Et ça se passe bien. Et puis, s'il y a d'autres meneurs d'allure faits par d'autres organisations, eh bien, c'est comme ça. Hein. On peut pas empêcher un organisateur de faire des meneurs d'allure, même ils ont pris le nom. De tes souvenirs de coureur, Dominique, si on devait relever le marathon qui a pour toi le plus de saveur et qui t'a procuré le plus d'émotions, ce serait quelle course et quel parcours? Alors naturellement, s'il y en a un à faire, et c'est mon cas d'ailleurs, hein, bah, le marathon de New York, parce que New York, pourquoi New York? Parce que c'est Big Apple, la ville en elle-même. Quand tu vas le marathon de New York, c'est la semaine, les jours qui précèdent, le marathon en lui-même et le lendemain de la course. Tu te balades dans la ville avec ta médaille. Tu feras pas ça au marathon de Paris, le lendemain du marathon de Paris. Voilà, donc New York pour tout ce que ça représente. C'est pas le parcours le plus performant, il n'y a rien de fun dans le marathon de New York. Mais le marathon de New York, sinon, non, naturellement, je vais citer mes victoires. J'ai gagné le marathon de Nice, j'ai gagné le marathon de Reims. Donc là, tu as toujours un peu de nostalgie de dire, tiens, ces marathons-là, euh, il y a un petit coup d'adrénaline qui revient parce que voilà, le marathon de Paris est devenu un très beau marathon. Alors, si j'en citais deux aujourd'hui pour l'ambiance, le parcours, je mettrais Londres au niveau à l'international, je mettrais Londres, Chicago et Paris. Voilà, les trois beaux marathons. Après, si vous voulez aller à Tokyo, vous allez à Tokyo, hein, mais vous avez un décalage horaire, ça vous coûte cher. Voilà. Et en France, il y avait le Mont Saint-Michel, dommage qu'il a disparu. Le Mont Saint-Michel, La Rochelle, Nice-Cannes, voilà, ça, ce sont des classiques à mettre au palmarès du coureur. Euh, Moi, non, moi, c'est l'ensemble de carrière, c'est ma passion, c'est tout ce qu'on s'est dit auparavant. Si tu devais nous donner, pour les auditeurs, trois conseils, qu'est-ce que tu pourrais évoquer comme
éléments qui vont être importants dans une carrière de coureur, même amateur. Les 3 conseils de Dominique, ce serait quoi? La persévérance. Ça veut dire faut toujours y aller, quoi. C'est pas, on s'entraîne pas dur 2 mois, on arrête 3, etc. La persévérance, le mot récupération qui fait partie de l'entraînement, hein, récupération dans une séance entre 2 fractions, la récupération dans une saison, la persévérance, la récupération euh, et l'hygiène de vie en dehors de ta spécialité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as le droit de faire une bonne chouille de temps en temps, hein, mais l'hydratation, ne pas manger n'importe quoi, avoir un poids à peu près idéal, sans tomber dans des régimes draconiens. Donc, la persévérance, tu t'entraînes et ça dure longtemps. Savoir récupérer, et puis naturellement, si tu t'entraînes, c'est que tu as un minimum d'hygiène de vie. Avec toujours du plaisir en marge de la performance. Ça, c'est quelque chose qui ne t'a jamais quitté. Ouais, tu as raison. Le plaisir dans la persévérance, c'est le plaisir de faire ça, quoi. Ne pas te forcer. Voilà, si un jour tu as un peu de coup de blues sur 2 ou 3 jours, bah, tu prends quelques jours de repos, puis le plaisir va revenir. Mais c'est normal, des fois, de dire, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller, ça fait 3 jours que j'ai pas de sensation. T'inquiète pas, le 4e ou le 5e jour, tu vas faire une séance, tu vas rattraper quelqu'un dans les bois et tu dis ah ben non, et puis c'est reparti. Donc ça fait partie du mot persévérance, ne jamais céder. Est-ce qu'aujourd'hui, tu consignes toujours sur ces petits cahiers toutes tes séances d'entraînement ou est-ce que tu es basculé dans un monde un petit peu plus digital avec les technologies modernes? Ah non, non. Alors aujourd'hui, j'ai mon agenda là, et hier, j'ai marqué 30 minutes de footing, 5 fois 5 minutes, récupération 2 minutes et 5 minutes de retour au calme. Non, tout est toujours noté à l'ancienne. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu me dis, cherche ce que tu as fait le 12 août 98, eh ben, je vais trouver ça tout de suite en moins de 5 minutes. Alors qu'avec le digital, va trouver toi sur ton smartphone, etc., ce que tu as fait il y a 10 ans, 15 ans pour comparer. Hein, l'idéal, c'est aussi de comparer si j'ai fait ça, où j'en étais il y a 2 ans, etc. Donc, vous voyez, à l'ancienne, c'est quand même bien d'avoir des cahiers d'entraînement, de tout noter, et c'est mieux de retrouver. Le smartphone, si on te le vole, tu n'as plus rien. Ton ordinateur, un jour, il a un bug, tu changes d'ordi, tu n'as plus. Voilà, donc un petit peu à l'ancienne encore, oui, en effet. Mais c'est normal, j'ai 66 ans, 67 ans cette année. Alors, du haut de ces 66 ans bientôt, quels seront tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu prépares, Dominique? Maintenant rétabli avec cette hanche en titane. Ouais, je suis Robocop. Bah, un an sans course. Donc, je vais faire les 10 kilomètres de Paris, la Adidas, hein, c'est mon partenaire d'ailleurs. Donc, l'objectif, c'est de revenir vers les 40 minutes aux 10 kilomètres. Oui, je repars. Après, naturellement, bah, un jour, faire moins de 10 kilomètres. Toujours ces sensations de vitesse, hein. Ce que je disais tout à l'heure, hein, courir pour courir, mais aller vite. Donc, bah, peut-être de faire un marathon à un bon petit niveau avec une prothèse à la hanche, pourquoi pas. Et là aussi, je vais encore citer en exemple, regardez, Dominique Chevalier, n'ayez pas peur, faites-vous opérer d'une prothèse de hanche. C'est rien, la prothèse de hanche, c'est pas grand-chose. Le genou, c'est plus délicat. Il court encore, il a fait un semi en 1h25, etc. Donc, toujours continuer et puis gagner dans ma catégorie M6, je crois, hein, dans les 65-70 ans. Voilà, toujours la compétition, le chrono et motiver les autres. Eh bien, merci Dominique pour cet échange. J'aurais une dernière question avant de te laisser aller à ta séance de PPG parce qu'il y a de la muscu dans quelques minutes. Un instant pour toi où tu es à côté de tes pompes, sans parler de course à pied qui est quand même au cœur de ta vie, ce serait quoi? Un instant que tu aimes faire, un instant dans lequel tu t'épanouis, mais on est à côté de tes pompes, à côté des chaussures. Bah, de pompe, je vais mettre des tongs, hein, ça rime, ça rime presque. Ah non, toujours le côté un peu solitaire. Je me suis fait un petit jardin. J'habite en centre-ville. La chaise longue, lire les journaux, lire des revues spécialisées ou lire des romans. Donc, me recentrer sur autre chose, lire des romans, des polars. Euh, la vie des gens aussi. Là,
c'est un peu bête ce que je vais dire. Je viens de lire un livre sur PPDA parce que je l'ai entraîné au marathon de New York il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, de disjoncter de temps en temps de tout ça. Donc de pompe, je parle de tong. Merci Dominique pour cet échange et puis au plaisir de te croiser sur une des courses, sur ces nombreux rassemblements auxquels tu prends part avec toujours de l'énergie et de la sympathie. Oui, j'ai l'avenir devant moi, vous l'avez aussi, vous. Allez, à bientôt dans vos pompes. À bientôt à tous, merci. Et chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.